Je me suis inscrit aux Beaux-Arts pour ne pas aller au service militaire. Et puis j'ai rencontré Isou. Alors ça c'est toute une histoire, hein, rencontrer Isou. Il faut peut-être raconte-le, c'est donc Ah oui, c'est 61. comme ça, j'ai connu, ça doit être en 62 je pense. J'habitais dans le 16e arrondissement, une chambre de bonne bien entendu. Et j'ai ce dessin. Et j'ai découvert par hasard à la radio, sur ma radio pourrie, Stockhausen. C'était le chant des adolescents, c'est ce qui m'a donné le goût de la musique contemporaine. Puis à l'époque, Ionesco faisait beaucoup de bruit. Ça venait de sortir les chaises, je crois. J'ai fait ma première pièce, j'ai écrit ma première pièce, enfin, je manquais pas d'air, ma première pièce qui s'appelait Lachaud ou Lachaud ou Lachaud, avec les trois manières d'écrire. Ce qui est amusant, c'est que ça fait penser un peu à Robert Filliot, qui à la même époque, à quelques mois près, Oui. faisait une pièce où c'était, je ne me souviens plus, Toc Toc Toc, Ouais. ou le bidou, je ne me souviens plus, quelque chose comme ça. Et la pièce était un grand dessin que j'ai, et que j'ai publié dans le DVD, là. Un grand dessin jaune, etc. Et j'ai écrit la pièce qui devait faire 2 pages dactylographiées. Voilà, je ne me rappelle plus très bien de quoi ça parlait, mais peut-être je l'ai dans les archives. Et puis, habitait à côté de chez moi, évidemment, un appartement plus grand que ma chambre de bonne, Jean-Louis Barrault, qui à l'époque montait des choses vraiment intéressantes, il soutenait Genet, tout ça. Bon. C'était à peu près les... Ah non, c'était... Oui. C'était 61, 62, c'était bien avant les balcons, oui, ou avant. Oui, c'était avant. Oui. Et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai abordé dans la rue, à la sortie de chez lui, et j'ai dit, voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre, est-ce que je pourrais vous la montrer? Alors il m'a répondu très très gentiment, dans la rue, il était pressé comme normal, venez me voir à l'Odéon. Donc, je prends rendez-vous à l'Odéon, il me reçoit, je n'en revenais pas, j'étais timide. Moi, je suis un petit provincial qui démarque. Quel âge avait 25 ans à l'époque, 27 ans? Je sais pas, 61. Ah non, moins de 25 ans, j'avais 20 ans. 20 ans, oui. Oui, j'avais 20 ans. 19 ans. Je suis venu à Paris à 19 ans. Oui, donc... Et il me reçoit, je me rappelle, il y avait Jean de Sailly qui était très énervé, qui reçoive quelqu'un pendant que lui était là, il remontait sa mèche comme ça. Hein. Barrault, il regarde, il me dit très bien, le dessin, il me dit le texte, je ne le garde pas parce que de toute façon je vais le perdre. Allez voir ma secrétaire, il faut que vous rencontriez Isidore Isou. Il dit à toute vitesse. Je vais voir la dame, la secrétaire, et je dis voilà, monsieur Barrault m'a dit de rencontrer, vous avez l'adresse de Isidore Isou. Et mon cher ami, j'ai pensé que c'était une femme, c'était Isidore Isou. Ridicule, quoi. Alors, la secrétaire, heureusement, c'était oral. J'ai dit Isidore Isou. Dit comment? Ah oui, Isidore Isou. Ah oui, il nous doit de l'argent. Ça a commencé comme ça. Ils avaient fait une séance, les lettristes avant là, et ils n'avaient pas payé les frais comme d'hab, quoi. Et elle me donne une adresse, effectivement, et là je lis Isidore Isou. Je prends mon courage à 2 mains. On n'avait pas le téléphone à l'époque. Et je lui écris un mot, il me reçoit dans son petit appartement, il doit être encore, il venait d'avoir, qui est rue... Rue Saint-André-des-Arts. Rue Saint-André-des-Arts. Au 42. J'arrive, et là, un monsieur très bien mis pour moi, parce que nous, on débarquait de notre province, on voulait tous devenir Modigliani, on était habillés avec des costumes de velours. Si j'avais pu être barbu, j'ai pas de barbe, hein. Si j'avais pu être barbu, ça aurait fait plus encore artiste. Et je pensais devenir vraiment, au moins Modigliani, à l'époque, parce que très, très romantique, j'avais plein de trucs sur mon travail. Et là, me reçoit un monsieur avec des lunettes, un petit blazer bleu, un toujours, une cravate, et on m'avait dit le pape du lettrisme, je ne savais même pas ce que c'était, etc. Il me reçoit. Et il me fait rentrer dans sa piole qui était en réparation. D'ailleurs, j'ai travaillé dans sa piole après.
Et il me dit, vous faites de la peinture? Je dis oui. Ça doit être de la peinture néo-fasciste. J'étais juste un peu surpris, quoi. Et il a dit, bon, ben voilà, on est un groupe, venez à une réunion. Ben, c'est là qu'on s'est rencontrés, je crois, Bernard, d'ailleurs, dans les fins fonds des cafés de Saint-Michel. Oui, la Boule d'Or. Oui, Boule d'Or. Et c'est là que ça a commencé avec les lettristes. Alors avec Isou, après, évidemment, je n'avais pas un rond. J'ai travaillé dans son appartement, je ne savais pas faire, à enduire les murs, mais j'y arrivais pas vraiment, quoi. Et puis il parlait toujours de l'argent, je n'avais rien compris encore du lettrisme. Et après, pour gagner de l'argent, j'ai été son nègre pour écrire des livres porno. Voilà, j'ai dû en écrire au moins 5. Mais des livres porno, comment est-on le nègre de quelqu'un Oui, lui avait des commandes, comme tous les écrivains qui ont écrit des livres porno. Il avait des commandes, il me donnait les normes, j'écrivais, puis il réécrivait derrière, quoi. Ah donc il avait d'un éditeur une commande en disant il me faut un livre de 150 pages avec, je ne sais pas, Oui, 27 oui, fellations, oui, enfin, voilà. je ne sais pas quoi. Et surtout des livres aussi d'après des carnets d'un espèce de voyeur, enfin un garçon d'hôtel, où tu n'avais jamais le droit d'écrire le mot cuisse, etc., etc., quoi. Oui. Parce que ça n'allait pas dans l'enfer. De la bibliothèque, c'était pas vendu en tant que tel, c'était vendu vraiment en roman de gare, quoi, tu vois, genre... j'ai dû en écrire sur une Japy 1930, je sais pas combien, dans ma piole. J'ai écrit ça, en toute façon, en écoutant la radio. Après, Isou me disait, mais c'est beau, être faute d'orthographe, c'est tout à refaire. Et il me donnait du fric en liquide, quoi. Bon, voilà, peut-être pas des choses qu'il faut raconter, mais bon, je crois que tout le monde a fait ça, plus ou moins. Bon. Et alors, donc, ça, c'est donc... Bon, et après, a commencé les réunions. On commençait les réunions dans un groupe qui est un groupe où on se réunit régulièrement, une fois par semaine, Oui. je crois, Oui. où on parle de stratégie essentielle. Enfin, de quoi parle-t-on? Ah oui, ben de stratégie. De stratégie. Bon, on Tu as parle bien pas raison. du tout Et d'esthétique, on parle de stratégie. Je me rappelle, à un moment que j'ai trouvé pire, c'est qu'on en était arrivé dans ce groupe que chaque semaine on devait avoir une idée, et si on n'avait pas une idée, on donnait 1 franc ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, le truc habituel. Je me rappelle de Roberto qui Roberto Altman. Roberto Altman, qui toi tu fais de la radio parce qu'on me l'a fait à France Culture. Je disais Bruno, le mec répétait toujours Bruno Latour. Ok, merci. En faisant passer un papier, en me disant pourquoi vous faites la tête, est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Je n'étais pas habitué, mais on s'habitue à tout. Et donc, et là, j'ai découvert vraiment tout ce mouvement. Et moi qui débarquais de mes beaux-arts de province où j'ai appris beaucoup de choses, qui n'allaient jamais aux Beaux-Arts de Paris parce que c'était pas intéressant. Je crois que le prof c'était Boulière ou je sais pas quoi qui peignait des taureaux en Camargue. Enfin bref, aucun intérêt. Et là j'ai vraiment découvert l'art. Mais alors justement, dans ces réunions, dans ces réunions dans lesquelles on parlait surtout de stratégie, si j'ai bonne mémoire, comment as-tu pu découvrir l'art alors que la stratégie, c'était plutôt une stratégie de marketing, enfin, le mot est aujourd'hui moderne, mais enfin de marketing ou commercial et pas du tout, non, mais on parlait pas du tout d'esthétique. Non, mais le fait de découvrir des publications, d'entendre en référence toujours des gens dont je ne connaissais pas l'œuvre. Comme Marcel Duchamp. Comme Duchamp, etc. Moi, quand je suis arrivé de mes beaux-arts, moi, je connaissais très très bien, parce que j'ai lu tous ces journaux, Paul Klee, qui m'a vraiment... je disais, comment peut-on dessiner comme ça, quoi? Je me posais plein de questions. Un autre des gens auxquels j'ai rendu hommage après, qui était Tinguely, parce que dans cette période, il venait de faire exploser sa sculpture au MoMA, au musée d'art moderne de New York. Donc on en avait parlé dans la presse. Dans la presse, et puis ça m'intéressait beaucoup. Je disais quand même, il y a aussi une partie un peu joyeuse dans l'art. Et puis, voilà quoi. Et je trouvais Matisse fabuleux. J'essayais de faire... Ce que tu les trouves toujours d'ailleurs. Oui, mais lui aussi, je lui ai fait un hommage sur France 2. Parce que la couleur... tout d'un coup, je découvrais la couleur des faux. Et alors, donc, il y avait, quand on parle de stratégie, la stratégie c'était en gros d'avoir des publications, d'avoir des expositions, d'avoir... c'est comme ça que j'ai fait mes premiers films, qui sont hélas dans une poubelle. Les premiers films, parce que tu te rappelles, dans le groupe,
on était hyper actifs, on avait tous du cinéma, on écrivait, on faisait plein de choses, des manifestations où on prenait des tomates dans la figure, etc., etc. Bon, le signe, la peinture hypergraphique, ça commençait à beaucoup m'intéresser, quoi. Et ça continue d'ailleurs de m'habiter d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Véritablement. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais peut-être que tu... Bon, c'était un groupe avec donc ses stratégies, mais également son pouvoir ou sa puissance, Oui. puisqu'il y avait des accès à des expositions, à des musées, comme un groupe, tout simplement, on peut exposer. Alors, quand as-tu pour la première fois, où et quand as-tu pour la première fois exposé avec le groupe Lettriste? Ah oui, alors c'est une galerie qui était dans cette petite impasse que Christo avait investi pour la première fois en la barrant avec des bidons de pétrole. C'était, je crois, mais ça je peux retrouver les documents, la galerie 19. Qui était du Où côté je me souviens, du Saint-Michel ou du Saint-Germain-des-Prés. en face chez Stadler, une toute petite rue, mais ça je peux retrouver les documents. Ah oui, qui part de la rue de Seine et qui va vers le boulevard Saint-Germain. Et la galerie était là à gauche, tu avais le dos à Stadler, la galerie partait là à gauche, et donc là c'était la première expo où j'ai mis ces dessins, qui est maintenant chez mes premiers dessins en fait, peinture hypergraphique chez mon cousin. Donc. Et c'est là que tu as montré tes premiers dessins hypergraphiques. Il me semble que tu avais également participé à une exposition collective au salon, alors était-ce qu'on parlait oui. Puis dont j'ai été refusé. Alors, par le groupe Lettriste. Par le groupe Lettriste, pour une simple raison. J'étais rendu dans un minimaliste lettriste, je voyais des signes partout, et je voulais exposer des serviettes de toilette bleues, mais tu sais, qui sont un peu bouclées. Et j'avais fait 3 comme ça sur châssis, et j'avais dit, ben voilà l'œuvre que je vais exposer. Et là, on m'a dit que... C'était Roland Sabatier. Quelqu'un était commissaire là, dans le groupe, et là j'ai été refusé. Donc tu es le seul probablement à avoir été refusé. Ah oui, ça je alors, ce qui serait intéressant, bon, tu as des expositions comme ça, comment est-ce que c'est pas évident, le groupe Lettriste c'est quand même une esthétique, c'était quand même l'art du signe, c'était quand même... Il y avait quand même un certain nombre de principes. Comment as-tu appris et comment t'es-tu inséré dans cette esthétique un petit peu particulière qui était différent de ce que tu avais appris aux Beaux-Arts et de ce que tu avais fait avant. Oui, complètement, mais moi tout d'un coup je découvrais quelque chose, un autre monde, quoi, qui était le monde du signe, et puis des théoriciens, un groupe, enfin, c'est grâce à Roberto Hoffmann. Dans le sens que, devenu un peu copain aussi avec Roberto, avec toi, et avec toi tu étais plus dans le conceptuel. Je me rappelle très très bien qu'on appelait ça le super temporel. Toi parce que tu étais plus déjà l'intello, quoi. Et Roberto, c'est lui qui m'a en fait intégré vraiment, parce qu'on a commencé avec Apéros, pas Apéros, la revue O. La revue O. Où il m'a invité à faire des choses dedans. Ensuite, on a fait des films ensemble. Assez intéressant sur Roberto, justement, de développer un petit peu cette relation. Parce qu'effectivement, à travers sa revue, et les gravures qu'il faisait... Les publications. Il m'a publié des gravures, il m'a publié des petits livres. Oui, c'est lui par rapport au bibliophile. Donc c'est lui qui a fait ton apprentissage, qui a fait ton... Oui, c'est vraiment grâce à lui, on était vraiment très copains. Oui. Et il intervenait dans ton travail, il te disait... Non, pas vraiment, mais je trouvais qu'il avait il avait une vision, quoi, esthétique, quoi. Il me disait par exemple, tu dessines trop grand, quoi. Ça serait bien si c'était plus petit. Donc c'est vraiment, il orientait tout de même. Oui, j'ai même participé à un de ses tableaux parce que j'avais pas d'argent, comme d'habitude. Et c'est à l'époque où il peignait des toutes petites formes comme ça, et moi je remplissais les formes. D'accord. Il trouvait que ce n'était pas assez propre ce que je faisais. C'est comment il est. C'est très minutieux. Oui. Mais dans la revue O, puis on a fait Apéros, on a fait un numéro ensemble, même 2, je crois. L'exposition à Hambourg avec les performances, dans la galerie Stadler. Tout ça passait pour moi. C'était mon interlocuteur. Il y en a que j'aimais beaucoup moins, qui m'énervaient. Mais où il a été vraiment
Écoute, il m'a fait faire des choses. Et alors, tu as travaillé donc avec lui, donc tu racontes un peu cette collaboration-là, où tu as en fait un peu Ça, c'était la la petite rigolade. main, la petite main, Ouais, ouais. mais tu as aussi travaillé avec d'autres, je pense notamment à Spacania, qui est Alors, maintenant mort, qui était surtout peintre oui, d'ailleurs. Pacagna, je trouvais assez beau ce qu'il faisait dans cette époque-là. Et comme c'était Roberto qui menait toute l'histoire de bibliophilie, n'oublie pas quand même que on allait, on nous emmenait chez le bibliophile qui s'appelait Parisel, qui est mort maintenant, qui avait une usine de boulons et sur les buts de Chaumont, et un superbe appart. On était invités à dîner, ce qui était déjà bien. On montait après dans la bibliothèque de Parisel, qui était quand même un grand bibliophile, où tu trouvais Picasso, Sartre. Lui nous achetait nos bouquins quand on arrivait, puis il les faisait relier par les meilleurs relieurs. Moi, il m'a montré après. Relier cuir, incrusté dedans, le titre, ou des fois il faisait enluminer derrière ta propre... Donc vous aviez des commandes, il passait commande d'une certaine Ben manière. oui, c'est-à-dire que ça nous aidait à manger. Oui, non, mais c'était des commandes, c'est-à-dire qu'il dit, par le Non, biais de Roberto, non, on faisait des choses, et puis on allait chez le bibliophile, et pour les lui et vendre, il achetait. il achetait. Il achetait. Il achetait cher. À l'époque, ça payait le gaz et l'électricité, je pense, on était, ou le loyer, quoi. Mais tu as fait comme Non, ça. il n'achetait pas cher. Il n'achetait pas cher, mais enfin je ne me bon. rappelle plus, mais je me rappelle, ça nous a tous servi. Hein. Oula. Et à ce moment-là, ses œuvres, c'était des livres, c'était des gravures. Livres, gravures, livres. Pour le bibliophile, c'était des livres. Et les premières œuvres. Alors, il y avait les expos lettristes aussi. J'ai dû participer quand même à pas mal d'expos à l'époque. C'était toutes des expositions Et collectives. là, on créait pour l'exposition. Donc, j'ai fait des peintures hypergraphiques dans cette époque-là, jusqu'à la rupture avec vraiment mes serviettes de toilette. Quoi. Oui. Enfin, ça, après, je pense que ça m'a... Et de ça, et le rapport avec la galerie Stadler, où pour la première fois, et c'est dommage, j'ai vraiment plus les peintures, il y a eu une exposition de groupe lettristes en 60 et quelques, dans cette galerie qui était quand même une grande galerie. Quoi. Oui, il y avait eu Mathieu où Stadler, d'ailleurs, avait accroché mon tableau à l'envers. Donc Stadler était très minutieux, il a failli en faire une dépression nerveuse. Et là, j'ai peint des tableaux que je n'ai plus, hélas, mais des grands. C'était une exposition collective ou c'est une exposition... J'ai des restes encore de ces tableaux. Oui, ah oui, c'était la première. Alors, ça, c'était la première grosse exposition collective. Et je me rappelle, on se réunissait au café d'en face tous les 10 minutes parce qu'il y avait une scission qui se préparait dans le groupe. Donc on buvait des verres en face où tout le monde s'engueulait, puis on revenait dans la galerie, décider qui était à côté de qui. Moi j'étais le petit, tu comprends, moi je suivais ça, j'avais jamais vécu ce genre de choses, mais là j'ai fait pas mal de dessins. Et il y a encore des plus petits, des restes qui sont chez mon cousin de cette époque-là. D'accord. Donc là, exposition collective, travaux de gravure, travaux de livres, de bibliophilie. Moi je voulais être graveur à l'époque. Tu voulais être graveur à l'époque. Ah oui, et c'est pour ça que Roberto m'a emmené chez la Courrière, les grands graveurs, etc. Et il m'a fait, le premier livre que j'ai fait, Lettri à mon fils, pour bibliophilie, était en gravure. Tout à fait. Gravure sur cuivre. Tout à fait. Et alors tu as travaillé avec Spacania, donc je crois que tu as quelque part là sur ta table lui, un de ces livres, ça a été peut-être le montrer rapidement. Collaboration parce que... Relève-le un petit peu, qu'on le voit mieux. Un peu plus haut encore. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça s'appelle Objet hypergraphique, trouvé. Ah bon, je me rappelle plus pourquoi. Mais, il y a une petite histoire dans ce bouquin. On s'était engueulé. Donc la première page du livre, c'était Objet hypergraphique. Alors il faut le monter un petit peu, c'était plus amusant. Et là, un petit peu plus haut, comme Michel ça. Jaffrenou, et il était devenu, j'ai trafiqué les lettres, Stragagnal, etc. Et le bibliophile, parce que tout ça, j'ai tiré ça chez moi, c'est des empreintes sur mes chaises en paille de l'époque, avec un rouleau, parce que je venais de la gravure, où je préparais des empreintes, toutes sortes d'empreintes. Et c'est dans la collection de Parisel. Alors ce qui est assez... montre un peu encore les empreintes, parce que c'est assez amusant, c'est quand on voit ça,
Et on se dit, au fond, ça pourrait être les premières empreintes d'Armand, qui faisait aussi des empreintes. Oui. En quoi est-ce particulièrement lettriste? Je veux dire par là, Accumulation de signes. accumulation Et de signes. j'avais découvert Pollock, Et tu avais Jackson découvert, Pollock. oui, Attends, ça a été aussi important dans ma vie tout d'un coup. On en parlait beaucoup à l'époque de ce type qui dansait, qui faisait des drippings donc, qui dansait autour de ses toiles avec des boîtes de conserve trouées, comme avait fait Max Ernst bien avant. sûr, c'était la technique du dripping Et, de Max Ernst, bien sûr. dripping de Max Ernst. Et donc, voilà, donc c'est pour ça. Ben, d'ailleurs, on comprend, hein, d'ailleurs, c'est le début de plein de choses, ça. En fait, si j'y réfléchis bien, tu vois, toutes sortes d'empreintes, et puis les empreintes de Man Ray. Oui, De Man bien Ray. sûr, ben non, bien sûr. Oui. Parce que, bon, à l'époque, je découvrais, moi, plein de choses. Et en fait, c'est ce qui, tu vois, ce genre de... Là, a donné la sculpture phallique faite je faisais, n'oublie pas, à l'époque, j'ai fait des grillages compressés en forme de phallus que j'ai exposé chez Stadler après. Et c'est pour ça que je suis arrivé même jusqu'aux serviettes bouclées. Chaque Mais alors, boucle était... ce qui est assez amusant, c'est qu'on est très très loin dans la démarche de ce que faisaient beaucoup d'autres lettristes qui dessinaient des caractères inventés, qui étaient Oui, dans oui, le signe, oui, oui, dans le bien signe sûr. au sens le plus Oui, bien traditionnel. sûr. Là, on est plutôt dans l'empreinte, et d'ailleurs, ces serviettes, c'est aussi la technique de l'empreinte, Oui, 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 ce qui oui. suggère qu'il y avait quand même une grande liberté esthétique Oui. au sein du groupe. Ah oui. C'était pas une dictature, Ah non, c'est alors, peut-être une dictature pour d'autres motifs, mais certainement pas oui, sur le plan esthétique. oui, comme tout groupe, quoi. Oui. Il y avait un petit côté comme ça, dictatorial, stalinien. Mais, ah non, du point de vue esthétique, c'était extrêmement large, quoi. Et moi, je me rappelle les peintures d'Izou, qui peignaient en 10 minutes, avec, comme d'habitude, un pinceau qui avait dû servir 200 fois. Il ne restait plus que le bout. Oui. C'était pareil pour son blaireau pour se raser. Il en restait pratiquement que le manche, quoi. Euh, et puis, bon, toute l'agitation qu'il y avait autour, mais oui, bien sûr, on peignait. Et moi, j'ai quand même fait pas mal de peintures dans cette époque-là. Dont il ne reste Et plus. puis est arrivé, et ça m'a donné surtout une exposition chez Stadler. Oui. Après, cette exposition de groupe dont on parlait tout à l'heure, bon, je suppose des gens ont vendu, pas moi, bien sûr, j'avais fait un grand, grand tableau, mais c'est ce qui a commencé à me donner l'idée de faire une exposition personnelle, expo environnement. On faisait des environnements, on essayait l'environnement, l'installation à l'époque, véritablement hyper graphique, quoi, et que j'ai fait, donc, qui s'appelle Itinérographie, un titre de Roberto, que j'ai fait avec Roberto. Parce que D'accord. Roberto, à l'époque, peignait ses Oui, spirales, et moi, j'étais à peu près dans le même trip que lui, c'est-à-dire en forme fermée, comme ça, on devait être un peu fermé sur nous-mêmes, quoi, et où je tordais les fils de fer, et toute cette exposition a été faite dans le jardin de mon ex-beau-père à l'époque, en papier mâché, qui était aussi une technique que j'avais appris quand j'ai travaillé à l'Opéra de Paris comme Machiniste, enfin, apprenti, apprenti. dans un atelier. En même temps, ça m'a permis moi, j'ai travaillé sur Faust de Béjart. Tu sais que l'Opéra de Paris, pour moi, que j'ai eu par un copain peintre à l'époque, que j'admirais beaucoup, parce qu'il m'avait fait venir pour la première fois dans son atelier, qui s'appelait Christian Zemmer, qui était tout petit, et puis qui faisait des grands tableaux avec des tout petits pinceaux. Je me rappelle le sabbat, des petits sacs en papier, des portraits de l'oncle hémophile, enfin, vraiment. Chose effrayante. Et lui, comme je cherchais de l'argent, il m'a fait travailler dans un atelier qui travaillait pour l'opéra. Et là, j'ai appris tout le décor d'opéra, vraiment, puisqu'on livrait à l'opéra. Et puis surtout à l'opéra, c'est mon goût du spectacle est venu là, parce qu'à l'époque, c'était les premiers qui avaient un jeu d'orgue électronique, et je voyais des gens dans la salle, c'était Georges Auric qui était le directeur à l'époque, c'était toujours comme ça dans la salle, et il y avait des délégations syndicales En permanence. tous les 10 minutes, les caisses de vin rouge qui montaient au sein. Mais moi j'ai assisté à des mises en lumière, que ce soit de la Norma, que ce soit de, je sais pas quoi, c'était magique, quoi.
tout d'un coup, coucher de soleil dans la forêt, puis nuit lune, avec d'ailleurs, il disait, Coco, t'allumes la gamelle 35, moi, le goût du spectacle est vraiment... Et tu es devenu à ce moment-là, de là. Alors, quand tu regardes aujourd'hui ces Je me œuvres... suis servi de ça pour, toujours, puisque je fais du spectacle, mais surtout, les techniques du papier contre-collé qu'on employait à l'opéra avant le polyester, c'est cette première expo avec donc itinérographie, tout a été fait comme ça, à partir de fil de fer et de papier et peint par-dessus et tout. Quoi. Alors tu as quitté le groupe en 68, je crois, dans des conditions, assez difficiles. Isou est tombé malade, c'était juste après les événements de 68, mai 68. Ouais, où Isou a vraiment pété les plombs. Pété les plombs. Le soulèvement de la jeunesse, enfin, etc. Tu as dû participer, toi. Tout à fait, bien sûr. Le soulèvement de la jeunesse, dont j'ai des numéros, évidemment, ici. Après l'expo chez Stadler, qui devait être en 71, itinérographie, on vérifiera. Oui, alors ça c'est après le départ du groupe Lettrice, puisque tu as quitté le groupe Lettrice en 68. Non, c'est la fin du groupe Lettrice, j'étais avec Roberto. Oui. Non, on était encore dans le groupe, mais ça a été la dernière chose. La dernière chose. Mais alors, cette histoire du départ du groupe Lettrice, bon, c'est une rupture, comme il y en a dans ce genre de... C'est pas un coup pour les groupes. Oui, dans les groupes, c'est pas en soi particulièrement intéressant. Ce serait plutôt à Roberto qu'il faudrait, Roberto Altman, qu'il faudrait demander d'expliquer ça, parce qu'il était beaucoup plus impliqué dans les batailles. Oui. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais peut-être maintenant, c'est que tu nous dises, quand tu regardes 35 ans, 40 ans même, presque plus tard, ces œuvres, est-ce que cette période qui était au fond ta première période où tu as vraiment créé, fait travailler... Avant, j'avais fait simplement des expositions, 2 expositions. J'étais obsédé par les chats. Et j'ai peint une quantité incroyable de chats et de personnages, dont un est chez une amie psychanalyste à Montréal, et fait partie maintenant, les patients ne veulent plus jamais qu'elle l'enlève. Bon. Mais donc, c'était vraiment ta première entrée dans le monde de l'art moderne, de l'art contemporain. Ah oui. C'est très différent de ce que tu as fait ensuite, que ce soit dans le domaine de la vidéo, dans le domaine du spectacle ou dans le domaine des arts graphiques. Mais quand aujourd'hui tu regardes, tu revois par exemple ces œuvres, bon, tu te dis c'est bien moi, c'est bien, je suis content, ou tu dis c'était quelqu'un d'autre. Ah non. Et ça, on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Non, comment te dire, non, c'est tout à fait moi. Non, j'ai pas changé. Bon, comme tu sais, c'est très diversifié tout ce que j'ai fait, personne s'y reconnaît. Non, bien sûr, y compris les peintures d'avant. Je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème. Et quand tu vois, par exemple, là, ça m'a servi. On ne le voit pas là, j'ai beau essayer de zoomer dans tous les sens, ça ne marche pas. On voit cette chose que tu as faite avec Spacania, ces empreintes. Est-ce que là, c'est quelque chose que, bon, tu dis, ça entre dans la logique de ce que j'ai fait depuis, j'ai eu les empreintes, j'ai eu cette période d'empreintes, bon, qu'on appelle lettrisme, qui était en fait plutôt une période d'empreintes, ensuite il y a les périodes papier mâché. Est-ce que cette technique tu utilises toujours ou... Non, et puis je réfléchis jamais ça. Enfin, si tu veux, je n'ai pas... D'ailleurs, la preuve, ce qu'on est en train de faire, il y a eu une période, j'arrive à Paris, je sors de mes beaux-arts, j'adore Paul Klee, donc je fais du sous-Paul Klee, très très mal, etc. Je rencontre le groupe Lettriste, ça m'ouvre un monde que je ne connaissais pas, je découvre le ready-made, parce que moi, dans mes beaux-arts, on m'a appris l'art grec, mais pas du tout contemporain. Et là, ça m'a ouvert la tête, hein. Ça c'est clair, quoi. La rencontre avec toi aussi, on a quand même fait des choses, et tout, maintenant que tu es devenu mon unique collectionneur, j'y tiens, ça compte dans l'histoire, oui, tu as tout suivi quand même depuis le début, puisqu'on s'est connus là. Et non, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, tu sais, même dans cette période-là, j'ai essayé tous les matériaux,
Et c'est là qu'est venue la diversité. Je peignais à l'aquarelle certaines peintures, donc on peut montrer. Les livres, bon ça j'ai fait dans ma piole de bonne parce que j'étais graveur et que j'enduisais des rouleaux et que j'ai fait des empreintes. Des sculptures, moi je n'avais jamais fait de sculpture. Ces sculptures en fil de fer. Donc, ce que tu es en train de dire, ce qui est en train de dire, qui est un peu paradoxal, c'est qu'alors qu'un certain nombre de peintres, et je pense notamment à quelqu'un comme Roberto Altman, a vécu sa période lettriste comme une espèce de rigidification, d'enfermement dans un système, toi à l'inverse, tu as vécu cette période comme une espèce d'enrichissement, d'ouverture, de liberté. Et encore, j'y suis quand même. Je ne suis pas lettriste ni post-lettriste, mais j'y suis attaché. J'ai découvert quand même le signe et après beaucoup plus d'autres emplois. J'ai découvert des choses de littérature, des choses de musique, des façons de voir le cinéma. Après, ça a été une autre histoire puisque c'est avec Catherine j'ai découvert le cinéma expérimental. Parce qu'on a fait des films, on a fait... puis tout d'un coup... oui, parce qu'on travaillait dans tout... On travaillait. Là, avant l'art conceptuel, il y avait l'art supertemporel. On travaillait dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y avait la danse, il y avait la poésie, il y avait les performances montées au musée d'art moderne, dont j'ai des photos aussi. Toutes ces performances mélangées à des sculptures, à des peintures. Enfin, c'est là que je suis devenu multimédia, tu sais. Tout à fait, en fait, c'est qu'on dit absolument ça. Tu as même fait des poèmes, je crois. Oui, alors le poème, ça, ma carrière a été brève. C'était à l'Alliance française. Il y avait des soirées... Boulevard Raspail. Boulevard Raspail, il y avait des soirées lettristes, mais bourrées de monde. Je m'en rappelle. Et c'était une époque où tout le monde criait beaucoup. Et donc il y avait les ballets immobiles de Lemaître, puis tout d'un coup Izou qui partait dans des discours politiques où il parlait à moitié roumain, complètement allumé. Et moi j'ai fait mon premier poème. J'avais écrit un autre avant qui s'appelait Le perroquet vert, que je n'ai jamais retrouvé. Et puis là, j'avais vraiment écrit Éveil de chien. Donc j'aboyais, mais j'aboyais mes sonorités, donc mes phonèmes sur la scène, et j'étais mort de trouille. Hein, alors donc j'aboyais, je hurlais à la mort, quoi. Vraiment, et jusqu'au moment où un spectateur a dit « coucher mais dors ». Ça a été la fin de ma carrière poétique de poète. Tu saurais, là, tu t'en souviendrais, spontanément, tu pourrais essayer de nous faire un peu... Non, je me souviens plus, mais c'était wa glou wa wa glou 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 wa stop yo glou glou wa etc. Alors là, je crois qu'il faut qu'on arrête parce qu'on n'a plus de... Comment? T'as un scoop de me faire un truc pareil, toi t'es fou. Bernard, t'es un mec infernal. Alors, hein. Le plus Méphisto des deux, c'est bien toi. Hein. On a encore 2-3 minutes sur cette bande. On va peut-être essayer de dire un mot. Comment as-tu vécu après? Est-ce que tu as vécu ça mal ou bien quand tu as quitté le groupe? Ah non, quand j'ai écouté, tu vois, je me souviens même pas d'avoir quitté le groupe. C'est, je dirais aujourd'hui, fondu, enchaîné sur la suite, quoi. Il n'y a pas eu donc de dépression. Avec Roberto, itinérographie. Donc, c'est le grand environnement dans cette grande galerie Stadler qui était quand même immense. Et déjà, j'avais l'idée d'une deuxième exposition qui m'est venue là, et là, qui n'avait plus rien à voir avec le groupe lettriste, qui avait à voir avec la théâtralité. C'est vraiment l'époque de l'environnement, commençait à arriver la performance, etc. Et cette théâtralité est née dans la deuxième exposition de la galerie Stadler qui s'appelait Michel Jaffrenoux en labyrinthe, avec, mon Dieu, des performances que j'avais montées avec un groupe rock chez Stadler qui était très suisse, il m'avait laissé sa galerie tout l'été, le pauvre. Alors ça, on verra ça dans une prochaine émission. Donc,